parler de la fusion de trous noirs et donc un code pour retracer l'histoire d'une vie stellaire. Information qui est au site web du laboratoire et fait l'objet de prescrits. Je laisse Sylvain prendre la parole. Merci pour cette opportunité. En effet, donc, je vais vous parler un petit peu de ce projet qui est en fait un projet LabEx, LabEx Universe, un projet interface qu'on a fait avec Ed Porter, Eric Chasson-de-Motin, et principalement en fait porté au niveau des simulations par Federico Garcia et Adolfo Simas Bunsel. Donc Federico a été postdoc LabEx pendant 2 ans et continue en fait à collaborer avec nous actuellement. Et Adolfo est un doctorant qui est en Argentine, à La Plata. Donc merci, je voulais dire un grand merci aussi à Martin Souchal parce qu'on a donc extensivement utilisé le cluster Arago et donc il nous a bien aidé, en particulier pour mettre en place le logiciel qu'on a, enfin le code qu'on a utilisé et ensuite pour tous les soucis qu'on avait de temps en temps. Voilà, donc en fait, le titre de l'article, c'est pas celui qu'a donné Antoine, il est un petit peu plus compliqué que celui qu'a donné Antoine. Il s'appelle Progéniteur des fusions de trous noirs de faible masse dans le scénario d'évolution des binaires isolés. Donc je vais un petit peu essayer de vous expliquer ce que ça veut dire tout ça. Tout d'abord, il faut se replacer dans le contexte des détections de fusion de trous noirs par LIGO Virgo. Donc là, sur la gauche, vous avez ce diagramme que vous avez vu plein de fois et qui vous donne donc les masses des trous noirs qui sont fusionnés. Et donc en bleu ici pour les trous noirs détectés par LIGO Virgo. Et en fait, vous voyez qu'il y a pendant le run, les campagnes d'observation O1, O2, il y a 2 fusions qui ont eu lieu et qui concernaient des trous noirs plutôt de faible masse. Donc typiquement entre, on va dire, 7 et 15 masses solaires, et qui donc tombent dans l'intervalle de masse des trous noirs qui étaient détectés jusqu'à maintenant dans les rayons X. Voilà. Et donc ils sont de masse bien inférieure aux autres trous noirs que vous voyez là plutôt entre 20 et une cinquantaine de masses solaires, on va dire. Donc en fait, on s'est concentré sur ce trou noir-là, principalement pour 2 raisons. D'une part, parce qu'il y avait eu beaucoup d'études déjà sur les trous noirs de plus grande masse, pour savoir comment ils s'étaient formés, puisque c'était quand même la grosse surprise des premières détections avec LIGO Virgo. Et puis aussi parce que on est à peu près confiant sur la manière dont ces trous noirs-là devraient se former. Donc c'était ces 2 raisons qui nous ont poussé à regarder un petit peu quels étaient les paramètres de formation de ces trous noirs. Donc à droite, là, vous avez l'image qui est dans l'article, un des articles de LIGO sur les masses de ces trous noirs-là. Et vous voyez donc c'est des masses entre 7 et 12 masses solaires à peu près. Alors, du coup, si maintenant je regarde la vie d'étoiles qui vont conduire à la fusion de trous noirs, voilà, ce schéma représente bien le titre que vous a donné Antoine cette fois-ci, puisque donc là c'est vraiment la vie, en fait on part de la vie de 2 étoiles alors, qui sont plutôt de grande masse quand même, et il y a rapidement au cours de leur vie, il y a une étoile qui va remplir ce qu'on appelle le lobe de roche, qui est la sphère d'interaction gravitationnelle, et qui va en fait transférer de la matière à l'autre étoile. Donc c'est ça qui va être vraiment la particularité de cette vie stellaire, c'est qu'il y a de cette vie binaire en fait, c'est qu'il y a du transfert de matière et aussi de mouvement cinétique évidemment. Alors comme ce sont 2 étoiles qui sont très massives, il y a aussi des vents stellaires qui sont très importants, qui sont très forts, et ces vents stellaires dépendent beaucoup de la métallicité. Donc plus une étoile est métallique, c'est-à-dire plus elle contient d'éléments plus lourds que l'hydrogène et l'hélium, et bien plus elle va avoir des vents stellaires qui sont forts. Et donc elle va perdre beaucoup de masse. Donc on peut très bien partir d'étoiles très massives au départ et en fait finir avec à la fin un trou noir qui est plutôt de faible masse parce qu'elle a perdu une grande partie de sa matière à cause des vents stellaires. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu beaucoup d'études sur la formation de trous noirs de grande masse,
parce que on se demandait comment on arrivait à produire ces trous noirs-là à la fin si les étoiles de grande masse perdaient beaucoup de matière par vent. Et évidemment, ça veut dire qu'il faut des étoiles qui soient très peu métalliques pour produire des trous noirs de grande masse. Voilà, donc si je reviens maintenant aux trous noirs qui sont de plus faible masse, ceux qui nous intéressaient ici. Donc on a ce premier épisode de transfert de masse qui est un transfert de masse assez stable. Donc là où cette étoile-là qui était la plus massive va se retrouver finalement à avoir un peu moins de masse et l'autre par contre en a gagné. Et cette étoile-là, qui est quand même plus massive que la deuxième, la bleue, là, va se transformer en trou noir dans ce cadre-là. Évidemment, si on regarde dans des plus faibles masses, on peut avoir des étoiles à neutrons. Là, dans ce cadre-là, elles se transforment en trou noir. Ensuite, il y a une phase, si on passe ici, sur la droite du schéma, il y a une phase accrétante, où cette étoile, donc la deuxième, qui émet un vent stellaire fort, une partie de ce vent stellaire va être attrapée, accrétée en fait, par le trou noir. Et là, on a donc une accrétion qu'on appelle par vent stellaire. Et ça, à ce moment-là, cet objet émet en rayons X. Ensuite, cette étoile qui émet ce vent stellaire va évoluer. Elle va grossir comme une géante rouge. C'est typiquement cette phase-là, si vous voulez, comme le Soleil dans 5 milliards d'années. Mais là, c'est un peu plus extrême puisque c'est une étoile qui est beaucoup plus massive. Et comme c'est un système binaire, en fait, l'enveloppe de cette étoile va se mettre à englober l'ensemble du système binaire. C'est-à-dire qu'elle englobe aussi le trou noir. Alors là, il peut se passer deux choses. Je vais un petit peu insister sur l'enveloppe commune parce que c'est important pour la suite de l'histoire. Il va se passer deux choses. Soit l'enveloppe commune acquiert assez d'énergie pour être éjectée. À ce moment-là, on va se retrouver avec ce système ici qui n'a plus d'enveloppe, mais qui par contre est très réduit en séparation orbitale. Parce qu'en fait, la grande influence de cette enveloppe commune, c'est que le trou noir qui a orbité à l'intérieur de l'enveloppe a perdu beaucoup de moments cinétiques et du coup s'est rapproché de l'autre étoile. Donc en fait, on peut réduire énormément, on va voir tout à l'heure, je vais vous donner quelques chiffres, on réduit énormément la séparation orbitale. Et ça, c'est important parce que c'est la séparation orbitale qu'on a après l'enveloppe commune qui va nous permettre de savoir si ces deux objets-là vont pouvoir fusionner en un temps de Hubble, donc en un temps inférieur à la vie de l'univers. La deuxième étoile ici, la bleue, se transforme aussi en trou noir. Vous avez donc deux trous noirs et après, uniquement par rayonnement gravitationnel, les deux objets vont se rapprocher peu à peu et à la fin fusionner en un trou noir, en une binaire de trous noirs. Donc ça, je vous ai dit, il y avait deux possibilités pour l'enveloppe commune. Si l'enveloppe a assez d'énergie pour partir, elle s'en va et donc on se retrouve à finir l'histoire. Si par contre l'enveloppe n'a pas assez d'énergie pour partir, elle va rester. Et si elle reste, eh bien le freinage, il va durer jusqu'à ce que le trou noir là rentre au centre de l'étoile géante ici. Et à ce moment-là, vous vous retrouvez avec un objet où vous avez une étoile et un trou noir à l'intérieur. Ça marche aussi pour une étoile à neutrons. C'est ce qu'on appelle un objet Zorn-Zittkopf, du nom de Kip Thorne, que vous connaissez bien pour les ondes gravitationnelles. Et à ce moment-là, l'histoire s'arrête là pour ces objets, puisque évidemment, il n'y aura pas de fusion, parce qu'il n'y aura jamais de binaire de trou noir. Donc en fait, le fin mot de l'histoire, c'est de savoir ce qui va se passer à différentes étapes. Et c'est pour ça qu'il y a différentes étapes qui peuvent se produire au cours de la vie d'un couple d'étoiles. Et donc la phase d'enveloppe commune est l'une de ces étapes importantes. Alors évidemment, il y a aussi l'étape de formation des trous noirs. Donc il y a deux trous noirs qui se forment et à chaque fois, il y a des choses qui peuvent se passer. En particulier, le trou noir, quand il se forme, peut très bien conduire à la destruction du couple d'étoiles. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on va regarder. Donc en fait, nous, on a utilisé un code qui s'appelle MESA, qui est un code d'évolution stellaire hydrodynamique à une dimension, qui est au départ qui avait été construit pour des étoiles isolées et qui en fait, il y a un package maintenant pour les étoiles, pour les systèmes binaires, qui s'appelle MESA Binary. Donc on a utilisé ça.
Et ça permet de modéliser toute l'évolution stellaire, toute l'évolution d'une binaire dans un seul run, depuis la formation jusqu'à la fusion. Et donc nous, on a inclus la formation des trous noirs selon une prescription d'effondrement du cœur de carbone-oxygène de l'étoile massive. Et aussi, on a inclus cette phase d'enveloppe commune avec du transfert de masse instable. Donc en fait, on a exploré, on a fait donc plus de 60 000 simulations, ce qui en fait paraît pas beaucoup quand on regarde ceux qui utilisent les codes de synthèse de population, qui utilisent des millions de simulations. Mais par contre, nos simulations sont nos vraies simulations d'évolution hydrodynamique stellaire. Donc c'est ça ce qu'on apporte nous, le plus qu'on apporte. Donc sur certaines échelles de masse stellaire, entre 20 et 35 masses solaires, de séparation orbitale entre 30 et 200, de métallicité. Et ensuite, on regarde différentes efficacités de masse transfert. Donc ça, c'est l'efficacité de masse transfert avec un epsilon. Là, c'est ce qui se passe ici, c'est-à-dire que c'est stable. On transfère de la matière à la deuxième étoile. Et aussi, on a utilisé deux efficacités de masse transfert instable. Donc cette fois-ci, c'est ce qui se passe pendant l'enveloppe commune. Donc c'est le alpha CE. Un paramètre assez important sur lequel je vais revenir plusieurs fois. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on recherche des progéniteurs qui peuvent conduire à des fusions de trous noirs de la masse des deux ondes gravitationnelles, des deux signaux qui avaient été détectés, et dans un temps qui est inférieur au temps de Hubble. Et puis après, on a essayé de voir ce qu'on prédit comme taux de fusion pour voir si c'est cohérent avec ce qui a été détecté par LIGO Virgo. Donc juste un petit, pour un peu mieux expliquer cette phase d'enveloppe commune, donc en fait c'est l'une des phases les plus incertaines d'une évolution de binaire. Et je dis tout à l'heure, si l'enveloppe n'est pas éjectée, on se retrouve avec ce qu'on appelle une fusion un petit peu précoce de l'objet compact qui se retrouve au centre de l'étoile qui est devenue géante. Et par contre, si l'enveloppe est éjectée, alors, l'enveloppe est éjectée quand le paramètre alpha CE, le paramètre de transfert de masse instable, est plus élevé. À ce moment-là, elle a plus de possibilités d'être éjectée. Et là, on va se retrouver avec une binaire ultra compacte. Et en fait, vous voyez ici le A, là, c'est la séparation orbitale en fonction du temps. Et vous voyez ici qu'on part avec une séparation orbitale qui est de l'ordre de un peu plus de 40, et on arrive avec quelque chose qui est de l'ordre de quelques unités. Donc, en fait, on réduit la séparation orbitale d'un facteur qui va entre 10 ou même 100. Ça dépend en combien de temps on va éjecter l'enveloppe. Et en fait, vous voyez que ça se fait sur un temps qui est très très court, qui est de l'ordre de la centaine d'années. Donc en fait, cette phase-là, ce que je n'ai pas dit sur ce schéma, c'est que ça dure plus d'1 milliard d'années, tout ça quand même. La phase de vie d'une étoile massive, c'est quelques dizaines de millions d'années. Mais après, il y a toute la phase de rapprochement de ces deux trous noirs-là qui peut durer jusqu'à 1 milliard d'années ou plus. Par contre, ça dure une centaine d'années. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est très dur à modéliser, parce qu'en 100 ans, en fait, il y a un transfert de masse instable qui est énorme. Typiquement, on transfère à peu près 1/100 de la masse du Soleil par an dans cette phase-là. Donc c'est vraiment un transfert de masse qui est très très grand, plusieurs ordres de grandeur plus grand que le transfert de masse stable que j'évoquais au début de la vie des étoiles. Voilà, donc après, pour arriver à quelques résultats de nos simulations, j'ai un peu élagué, parce qu'il y a une vingtaine, c'est un gros papier qui fait une vingtaine de pages avec plein de résultats, donc j'essaie de prendre un peu les plus représentatifs. Donc là, vous avez typiquement la masse de l'une des étoiles par rapport à la masse de la deuxième. Et donc tous les petits points que vous avez là, c'est des progéniteurs possibles. C'est-à-dire que ce sont des objets qui vont à la fin fusionner avec des masses de trous noirs qui ont été détectés par les deux signaux dont je parlais, donc GW151226 et GW170608. Et la première chose qu'on voit, c'est que on a des progéniteurs de masse plus grande pour GW151226 que pour 170608, qui est en fait en accord avec les observations, c'est-à-dire que 151226 a des masses plus grandes que 170608. Donc ça valide déjà notre code. Ensuite, donc ce qu'on voit aussi sur ces diagrammes, donc je répète, c'est la masse ici d'une étoile par rapport à la masse de la deuxième.
on voit, alors en fait, tous les progéniteurs qui arrivent à former un couple de trous noirs sont des progéniteurs qui passent par la phase d'enveloppe commune. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité d'arriver à des trous noirs de cette masse-là détectés dans les signaux gravitationnels si on ne passe pas par cette phase-là. Donc on est obligé de réduire la séparation orbitale, sinon il ne pourrait pas fusionner dans un temps de... Alors ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a beaucoup plus de points quand on est avec des paramètres de transfert de masse instable, c'est-à-dire pendant la phase d'enveloppe commune supérieure. Vous voyez qu'il y a beaucoup plus de points ici à gauche que là à droite. Donc ça, c'est tout simplement dû au fait que là, on va éjecter rapidement l'enveloppe parce qu'elle a plus d'énergie. Et donc, on peut continuer l'histoire jusqu'à former un couple de trous noirs qui vont ensuite fusionner. Donc ça, c'est l'un des enseignements importants. On arrive à le faire avec des énergies d'enveloppe moindres, c'est-à-dire qu'elle va être éjectée plus tard, mais on voit que c'est plus difficile. L'autre chose qu'on voit aussi, c'est que, vous voyez, les couleurs des points là sont liées à la métallicité. En gros, plus c'est bleu, plus c'est juste formé d'hydrogène et un petit peu d'hélium, et plus c'est marron, plus c'est métallique. Donc il y a des atomes plus lourds. Eh bien, on voit en fait qu'il faut des progéniteurs de masse beaucoup plus grande quand ils sont métalliques. Ce qui, en fait, est lié au fait que les progéniteurs formés qui sont plus métalliques, eh bien, vont avoir un vent qui est beaucoup plus fort. Donc, ce vent stellaire va leur enlever beaucoup de masse. Donc, évidemment, il faut partir d'une masse beaucoup plus grande au départ pour arriver à la même masse à la fin. Donc, en fait, là, ceux-là vont perdre beaucoup de masse. Ceux-là vont en perdre beaucoup moins, parce qu'ils sont moins métalliques, mais à la fin, ils arriveront à la même masse finale pour arriver à former cette binaire de trous noirs détectée dans ces deux événements gravitationnels. Voilà, ensuite, le deuxième gros résultat qu'on a, c'est sur les temps de fusion de ces binaires en fonction de la séparation orbitale. Donc pareil, pour une grande énergie d'enveloppe commune ici, et là une petite énergie. Et ce qu'on voit tout de suite, c'est que vous voyez que toutes les courbes sont corrélées, c'est-à-dire que plus vous partez avec une grande séparation orbitale, plus le temps de fusion va être long, ce qui est très logique. Et donc là, on le montre par les simulations. Et ce qu'on voit aussi, c'est que le temps de fusion est divisé par un facteur 10, en gros, pour les paramètres d'énergie dans la phase d'enveloppe commune qui sont moindres, c'est-à-dire que l'enveloppe va être éjectée moins facilement, plus tard en fait. Ce qui veut dire que si l'enveloppe est éjectée plus tard, eh bien, les deux objets vont se rapprocher pendant plus longtemps et donc finalement mettront moins de temps ensuite à fusionner à la fin de leur vie. Donc c'est ce qu'on voit là. Hein. En fait, on voit que si on a un paramètre d'énergie qui est important, c'est-à-dire que l'enveloppe peut être éjectée facilement, on a des temps de fusion qui sont de l'ordre de 1 milliard d'années. Donc ça veut dire que l'enveloppe est éjectée très vite et qu'à la fin on se retrouve avec un couple qui est assez séparé. Et donc ça veut dire que là on a une population qui est plutôt vieille, et 1 milliard d'années c'est plutôt vieux, et puis avec une métallicité qui est plutôt élevée. Par contre, quand on est sur des énergies d'enveloppe qui sont moindres, à ce moment-là on a un temps de fusion qui est de l'ordre de 100 millions d'années, donc ça c'est plutôt rapide, mais c'est parce que l'enveloppe commune a été éjectée plus tard et donc ils ont le temps de se rapprocher. Donc là c'est une population plutôt jeune et on le voit par le code couleur plutôt moins métallique, c'est-à-dire qu'on a des objets qui sont en fait plutôt loin de nous et qui n'ont pas eu le temps de former beaucoup de métaux, enfin d'atomes lourds. Voilà, donc ensuite on a essayé de calculer les taux de fusion pour voir combien on allait en détecter de ces objets-là. Et donc là, il faut tenir compte évidemment du taux de formation stellaire et on a regardé donc le taux attendu par an et par volume, par gigaparsec cube, en fonction du décalage vers les rouges, en fonction du redshift, en fonction de la distance. Donc là, c'est les différentes courbes. Alors, je ne vais pas toutes les détailler, évidemment. Mais en fait, les résultats principaux qu'on voit, c'est que le taux de fusion descend brutalement quand on est sur des distances qui sont assez proches, qu'elle augmente ensuite, et puis ensuite, il va y avoir un double effet. Quand on a des objets qui sont assez peu métalliques, ça va augmenter
avec la distance, c'est-à-dire qu'on va avoir plus de progéniteurs. Par contre, quand on a des objets qui sont très métalliques, là, par contre, ça va diminuer très rapidement. Donc, on a un fait de compétition entre la formation stellaire qui est plus importante quand on est à des grandes distances, mais en même temps, le fait que la métallicité est plus importante quand on est à des petites distances de nous. Et donc, on trouve que les taux de fusion les plus grands, en fait, sont pour des taux de transfert de masse qui sont plus importants et avec aussi des efficacités de transfert de masse dans l'enveloppe commune qui est importante, encore une fois, parce qu'on arrive plus facilement à éjecter l'enveloppe. Et donc, finalement, ce qu'on trouve, c'est que on a calculé ici pour un environnement local combien de trous noirs de telle fusion on va détecter, et on a trouvé qu'avec un paramètre d'énergie de l'enveloppe, c'est-à-dire une propension à éjecter l'enveloppe qui est plus grande, on trouve qu'on va avoir entre 1 et 3 événements par an, ce qui correspond donc à 0,5 à 3 événements par an et par gigaparsec cube. Et en fait, ça correspond à ce qu'on a détecté, puisque dans O1, O2, dans les campagnes O1, O2, on a détecté 2 événements de ce type-là. Et ça, c'est à comparer à les 0,53 événements par an et par gigaparsec cube sont à comparer aux 9 à 100 événements par an et par gigaparsec cube pour la population totale de binaires de trous noirs, c'est-à-dire incluant toutes les masses. Donc ça montre bien qu'on est quand même à au moins un ordre de grandeur en dessous. Enfin, je veux dire, les binaires de trous noirs de faible masse seront détectés avec au moins un ordre de grandeur inférieur aux binaires de trous noirs de plus grande masse. Et voilà en gros les résultats principaux qu'on a obtenus. Donc voilà, je vous remets ici le petit diagramme de vie stellaire. Puis si vous avez envie d'en savoir plus, c'est dans l'article. Et si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Merci. Merci beaucoup, Sylvain.